Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode d'Économie souveraine qui va vous être présenté par l'excellentissime Jacques Sapir. Alors, si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, c'est très important, d'en discuter avec votre famille, vos réseaux, vos proches. Et pour ceux qui en ont les moyens, eh bien de cliquer sur le lien pour nous faire un don de 5 euros qui nous permettra d'acheter une deuxième caméra et d'aller faire les reportages sur les terrains que nous vous avons promis. Alors aujourd'hui, sujet très important, l'économie de la France, la situation économique de la France et par extension de l'Union européenne. Et on va voir que quand on se penche sur la réalité des chiffres, et pas ceux que nous annonce le gouvernement, et surtout Bruno Le Maire qui essaie de cacher sous le tapis ce qui ne va pas bien, et bien la réalité, comme vous vous en rendez compte sûrement tous les jours, pique un peu. Allez, Jacques, c'est à toi. Le gouvernement, par la bouche du ministre de l'Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire, se glorifie de la croissance française. Qu'en est-il ? Alors oui, la France a connu une croissance après la crise de la Covid et je dirais jusqu'à la fin de l'année dernière. Maintenant, il faudrait peut-être pas non plus trop exagérer là-dessus, comme on va le voir par exemple sur ce graphique. En fait, la croissance depuis la crise de la Covid, depuis grosso modo les 7 trimestres qu'a duré la crise de la Covid, elle est nettement moins rapide que la croissance que l'on avait avant la Covid. Et ce qui est important, c'est que depuis maintenant au moins 2 trimestres, on voit que la croissance française est quasiment à zéro. Alors, l'INSEE a fait des modifications, c'est tout à fait normal, hein, c'est dans la logique des choses parce que les premiers chiffres sont toujours des estimations. Bon, il y a quelques modifications, mais ce sont des modifications qui sont en réalité à la marge. On joue sur 0,1%, 0,2%. Donc ça veut dire que la croissance s'est probablement arrêtée à la fin de l'année dernière, ou elle s'arrêtera au premier trimestre de cette année. Et ce qui est très inquiétant, c'est évidemment la montée du nombre des faillites des entreprises qui retrouvent aujourd'hui pratiquement le niveau le plus élevé qu'elles avaient dans la décennie précédente, c'est-à-dire au moment de la crise des subprimes. Ce même gouvernement, tant au travers des propos du ministre de l'Économie et des Finances que du président, se glorifie aussi d'avoir fait baisser le chômage. Là aussi, il faut faire très attention à quel type de chiffres on emploie. Alors, si on prend tout simplement la catégorie A, qu'est-ce que c'est que la catégorie A ? Ce sont les chômeurs, donc les gens sans emploi, qui font un acte décisif de demande d'emploi. Bien. Oui, effectivement, cette catégorie a baissé. Elle était à peu de choses près autour de 3,6 millions après la crise de la Covid. On est actuellement autour de 2,8 millions. Donc oui, effectivement, de ce point de vue-là, il y a une baisse. Mais il y a d'autres catégories. Il y a tout d'abord les gens qui ont un emploi inférieur à un mi-temps. Alors ça peut être 2-3 heures par mois, bon, un peu plus, mais bon. Et puis surtout, on a toutes les personnes qui sont sans emploi, mais qui ont été dispensées de faire un acte de retour à l'emploi. Qui c'est ? C'est par exemple les femmes enceintes. On considère qu'une femme enceinte, elle va voir son bébé, on peut la dispenser pendant un certain temps de faire les démarches positives pour retrouver un emploi. Ce sont des gens qui peuvent tomber malades. Par exemple, quelqu'un qui est au chômage et qui tombe malade a évidemment une dispense. Bon. Mais à ce moment-là, il sort de la catégorie A et il rentre dans une autre catégorie. Et ça, c'est un point intéressant. Si on regarde la somme de la catégorie A, des gens qui ont un petit boulot, quelques heures par mois, et puis les gens qui ont été dispensés, pour des raisons médicales en réalité, de faire un acte de recherche d'emploi, d'abord on voit que c'est beaucoup plus important, c'est pas 2,8 millions, c'est 3,9 millions, et puis surtout ce que l'on voit, c'est que
depuis maintenant quelques trimestres, ça remonte. Et alors, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que l'on voit qu'en réalité, les deux catégories supplémentaires, ce que j'appelle, moi, le chômage dissimulé, parce que c'est évident que ce sont des gens qui sont en réalité au chômage, hein, mais que l'on a exclus de la catégorie centrale de mesure du chômage, eh bien, c'est que cette catégorie de chômage dissimulé, au contraire, elle augmente depuis 2013 jusqu'à maintenant. Elle représentait grosso modo 900 000 personnes au quatrième trimestre de 2013. Elle représente au quatrième trimestre de 2023 1 160 000 personnes. Et le point qui est encore plus intéressant, c'est quand on regarde son évolution. On voit que ces deux catégories qui ont été exclues de la catégorie A, mais qui sont néanmoins des chômeurs, à l'évidence, eh bien, cette catégorie, elle, ne cesse d'augmenter. Alors qu'effectivement, sur la catégorie A, bon, il y a eu le grand pic au moment de la crise de la Covid, ça retombe. Bon, là, pour le coup, ça ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les consignes qui sont données à France Travail, à Pôle emploi avant, bon, sont de faire sortir le plus de gens possible de la catégorie A pour les mettre dans la catégorie B et dans la catégorie D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire économiquement ? Ça veut dire que, oui, il y a bien eu une certaine baisse du chômage, mais elle est beaucoup plus limitée que ce qu'en dit le gouvernement. Et quand on prend les chiffres globaux, c'est-à-dire la catégorie A, plus la catégorie B, plus la catégorie D, eh bien, on voit que l'on reste avec un chômage qui est extrêmement important. Alors, dernier point, comment peut-on expliquer justement cette baisse du chômage ? Est-ce que c'est une activité supérieure de l'économie française ? Eh bien, il ne semble pas. Et il semble que, non pas la totalité, mais en tous les cas une bonne majorité de la baisse du chômage peut s'expliquer par la baisse de la productivité du travail. Et oui, quand la productivité du travail baisse, pour un niveau de production constant, il faut embaucher plus de monde ou faire travailler le même monde plus longtemps. On peut jouer sur les deux, mais comme en France, avec la loi des 35 heures, la question de la durée du travail est quand même bien encadrée, ben on va plutôt embaucher des gens, et c'est ce qui explique ce que constate d'ailleurs un certain nombre d'entreprises, la difficulté à recruter de nouvelles personnes, parce que, brutalement, l'économie française s'est retrouvée avec un niveau de productivité qui est quand même assez faible. La baisse de la productivité du travail est-elle donc un problème sérieux ? Oh oui, c'est un problème très sérieux parce que ça a un impact sur l'inflation. Chaque fois que la productivité du travail baisse, les prix montent. Alors, il y a d'autres raisons qui peuvent faire monter les prix. Je ne dis pas que la totalité de l'inflation que nous avons connue depuis maintenant plus de 2 ans est liée à la baisse de la productivité du travail. Mais inversement, si on avait eu une forte augmentation de la productivité du travail, il est clair que l'inflation aurait été bien moins forte. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la productivité du travail, eh bien, son accroissement, et c'est vrai qu'elle s'accroissait depuis très longtemps, hein. On peut dire que pratiquement depuis la fin des années 40 et le début des années 50, la productivité du travail avait toujours augmenté en France. Elle avait augmenté de manière extrêmement forte dans les années 50 et dans les années 60. Elle augmentait à l'époque de l'ordre de 4,5%, entre 4 et 4,5% par an. Elle a augmenté de manière moins forte dans les années 90, 2000 et jusqu'à 2010. Bon, là, elle augmentait plutôt autour de 2%. L'augmentation avait encore baissé, mais c'était toujours une augmentation dans les années de 2010 à 2020. Là, on comptait plutôt sur un accroissement de l'ordre de 1,5%. Mais bref, on était constamment en hausse de la productivité du travail. Et il y a toute une série de calculs, en particulier le calcul qui est fait sur le retour à l'équilibre de la caisse d'assurance chômage,
qui était basée là-dessus. Même chose pour les retraites. L'une des explications pourquoi est-ce qu'on disait, bon, c'est vrai, la caisse des retraites est en déficit, mais elle devrait retrouver une situation équilibrée d'ici quelques années, parce qu'on comptait sur cet accroissement de la productivité, et on y comptait pour une raison très simple, c'est que on avait connu un accroissement de productivité continu depuis, je vous dis, la fin des années 40. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où le point est inquiétant. C'est que, bien sûr, au moment de la crise de la Covid, la productivité, je dirais, par tête, par emploi salarié, baisse. La productivité horaire monte parce que les gens qui travaillent, d'une certaine manière, ce sont les plus productifs. Bon, puis elle retombe après. Mais surtout, on voit que depuis 2021-2022, on est de manière stable à une productivité qui est de 5% inférieure à celle que l'on avait à la fin de 2019. Et 5%, ce n'est pas négligeable. Et surtout, on aurait pu penser que après cette baisse, la productivité allait repartir. Eh bien non, elle reste complètement stable. Alors là, il est intéressant de regarder dans quel secteur on trouve cette baisse de la productivité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est essentiellement dans l'industrie que la productivité a baissé. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant, et c'est même assez inquiétant en réalité, c'est que traditionnellement, c'était dans l'industrie que l'on avait les gains de productivité les plus forts. L'industrie tirait la productivité globale en France en sachant que dans les services, les gains de productivité étaient beaucoup plus faibles. Traditionnellement, les gains de productivité dans les services, ils se situaient entre 0,5 et 1% par an. Bon. Alors que dans l'industrie, on était plutôt sur des régimes à 2%, 2,5% récemment, et parfois bien plus, comme dans les années 50 et dans les années 60. Bon. Donc ça, c'est un point qui est quand même inquiétant. C'est intéressant pour le scientifique, mais c'est, je dirais pour le politique, c'est inquiétant. Et c'est encore plus inquiétant quand on regarde quelles sont les branches qui sont particulièrement touchées. Le matériel de transport. Une chute de la productivité de quasiment 20%. C'est énorme. Là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait spectaculaire comme chute de la productivité. Mais même dans d'autres activités, le transport et l'entreposage, grosso modo toutes les activités logistiques, moins 10%. La construction, moins 13,5%. Donc on voit qu'il y a un problème majeur avec la productivité du travail en France. Alors, quelles en sont les causes ? Bon, c'est très difficile à dire parce que le phénomène, je rappelle, il est quand même relativement nouveau. C'est un phénomène que l'on constate en réalité depuis 2021 ou je dirais depuis juin 2021. Bien. Première réflexion qu'on peut se faire, c'est il y a une forme, je dirais, larvée de refus des conditions de travail. C'est-à-dire que avant, les gens acceptaient un certain type de conditions de travail, et puis, brutalement, et là, effectivement, la crise de la Covid a pu jouer un rôle important, ils se sont rendus compte que ces conditions de travail n'étaient pas acceptables. Si vous voulez, on a renvoyé des millions de gens chez eux, on leur a dit ne sortez pas, restez chez vous. Bon, ils ont commencé à réfléchir, ils se sont dit, mais quand je vois comment je vis maintenant, et quand je vois comment on me force à vivre et à travailler quand je suis au travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est à l'évidence une première explication. Et une deuxième explication, c'est à quoi sert mon travail ? Et il y a quand même, alors ça c'est plutôt, je dirais, la partie jeune de la population active. Ce sont les jeunes actifs qui sont très sensibles à ça et qui se disent, mon travail n'a pas de sens. Bon, vous connaissez l'expression les bullshit jobs avant, mais là, c'est beaucoup plus que quelques personnes qui constatent ça, qui se disent,
c'est plus du tout possible. Donc, il y a fondamentalement, je pense, les prémices d'une crise de l'organisation capitaliste du travail qui se manifeste. Et alors, on peut dire que c'est comme dans les guerres. Dans les guerres, très souvent, les soldats, ils manifestent pas qu'ils veulent la paix. Ils ont une manière bien plus simple de manifester. Ils désertent. Ils désertent. Ou ils ne rentrent pas de permission, ce qui est une désertion, en fait, en temps de guerre. Par exemple, à partir de l'automne 1918, il y a 1,5 million de soldats allemands dont l'armée allemande ne sait plus où ils sont. Qui sont entre chez eux, des dépôts, etc., et qui ne veulent pas revenir au front. On dit, les soldats ont voté avec leurs pieds. Eh bien là, ce qui semble se passer au niveau de la productivité du travail, c'est que une grande partie des actifs ont voté avec leurs pieds contre la forme capitaliste de l'organisation du travail. Alors, un dernier point maintenant sur les conséquences que cela peut avoir. Évidemment, quand on a une telle chute de la productivité du travail, eh bien, ça fait monter le coût du travail. Puisque ce qui est produit en échange d'une durée de travail baisse. Donc, inversement, le coût du travail augmente. Et là, on voit des choses qui sont quand même très inquiétantes. Ce que l'on voit là, c'est que, il y a évidemment une très forte hausse au moment de la crise de la Covid. Bon, ça c'est compréhensible. Et en plus, les caractéristiques même de cette crise avec les confinements, les divers confinements que l'on a subis, bon, ça explique tout à fait. Ça repart après, enfin, plutôt le coût du travail retombe après. Là aussi, c'est tout à fait normal. Quand les gens reviennent massivement travailler, il est normal que le coût du travail baisse. Mais immédiatement après, on voit que le coût du travail repart à la hausse, et il repart à la hausse de manière considérablement plus forte que ce que l'on avait avant la crise de la Covid. Et là, il y a un problème très précis sur la balance commerciale de la France. Parce que on parle presque toujours de la dette publique comme un problème essentiel de l'économie française. C'est un problème, mais c'est pas un problème essentiel. C'est pas un problème essentiel parce que on peut tout à fait imaginer d'autres formes institutionnelles qui permettraient de financer cette dette publique. Par contre, la dette commerciale, le fait tout simplement que l'économie française importe plus qu'elle n'exporte, qu'elle n'arrive plus à exporter, ça c'est un véritable problème. Et d'où vient ce problème ? Eh bien, du fait que les produits français sont, à qualité égale, trop chers. Alors, on peut dire, normalement, à ce moment-là, il faut dévaluer la monnaie. C'est bête, on a l'euro, on ne peut pas. Bon, ça serait la réponse la plus simple. Mais ça veut dire aussi que si on n'arrive pas à inverser la tendance au niveau de la productivité du travail, le coût du travail va continuer à augmenter, et comme nous sommes en réalité dans un régime de change fixe, puisque c'est plus nous qui décidons du taux de change, c'est la Banque Centrale Européenne, eh bien cela aura des conséquences tout à fait désastreuses sur l'économie française, et en particulier sur la production industrielle, puisque c'est dans l'industrie que sont concentrées les pertes de productivité du travail les plus importantes. Donc oui, cette question dont très peu de gens parlent, oui, bien sûr, il y a des spécialistes, j'ai des collègues qui en parlent, qui essayent, d'attirer l'attention du gouvernement sur cette question, ou d'attirer l'attention globalement des femmes et des hommes politiques. Mais on entend bien quand on regarde les différentes chaînes de télévision, quand on écoute les radios, quand on lit ce qu'il y a dans les journaux, que ce n'est pas un problème qui arrive à percer au-delà, je dirais, du cercle des spécialistes. Or, c'est un des problèmes les plus urgents que l'on a aujourd'hui dans l'économie française. Une économie, il faut le rappeler, où la part de l'industrie
est tombé à 13,5% du PIB. Autrement dit, nous sommes dans un état critique de désindustrialisation. Et on a tout le discours pour la réindustrialisation que tient le gouvernement. Bon, c'est très beau les discours, c'est pas là-dessus que je critiquerai le gouvernement. Mais comment va-t-il réindustrialiser le pays si on a des coûts du travail qui ne cessent de monter? Alors, est-ce qu'il va jouer sur les salaires? Est-ce qu'il va chercher à faire baisser encore plus les salaires? Mais là, on aura un problème de demande. Et donc, ça risque de provoquer une crise. Ce qui fait qu'en réalité, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Entre le fait qu'on a des coûts sur lesquels on ne peut plus jouer au niveau nominal, c'est-à-dire au niveau de la monnaie, que ce soit sur les salaires ou que ce soit sur le taux de change, parce qu'on s'est lié les mains avec l'euro. Et de l'autre côté, on voit cette baisse de la productivité du travail qui semble devoir durer. Donc oui, on a un problème très sérieux sur cette question. Pourtant, il semble que dans l'UE, la France aille plutôt bien par comparaison aux autres pays. Oui, effectivement, et on peut parler, en tout cas on pouvait parler pour l'année 2023, d'un paradoxe français. C'est vrai, l'économie française s'est mieux comportée que l'économie allemande, et elle se comporte actuellement même mieux que l'économie italienne, qui était repartie dans une croissance assez forte après la crise de la Covid, qui maintenant plafonne. Globalement, on voit que la situation de la France, elle est en fait un petit peu intermédiaire. Alors, sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr les différents états du PIB par trimestre, mais j'attire l'attention sur la moyenne mobile sur 4 trimestres. Alors, c'est un instrument que j'utilise beaucoup dans mes représentations graphiques. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile, ça veut dire on prend les résultats de 4 trimestres, on les additionne et on divise le tout par 4. Qu'est-ce que ça a comme résultat? Ça a comme résultat de lisser les fluctuations, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et ça permet de voir une tendance globale en dehors de fluctuations qui peuvent à un moment donné, je dirais, attirer l'œil, mais qui ne sont pas nécessairement significatives. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'économie française, en réalité, arrive à stagnation, que l'économie allemande, elle, commence à décliner, et que l'économie italienne, qui avait tenu une pente de croissance plus forte que la France et que l'Allemagne, elle aussi commence à arriver à une forme de stagnation. Alors, c'est un point extrêmement important. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en France, on a une dynamique qui est différente de la dynamique allemande et qui se situe en fait entre le cas de l'Allemagne et le cas de l'Italie. Il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, c'est le fait que, et on le voit bien, qu'est-ce qui a été très touché depuis 2 ans? Essentiellement l'industrie, globalement, dans tous les pays. Or, comme la part de l'industrie est en France relativement faible, par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, elle a encore grosso modo 23 à 24% de son PIB qui vient de l'industrie. L'Italie, autour de 20%. La France, autour de 13-14%. Donc, c'est l'une des raisons qui font que nous n'avons été touchés qu'avec retard par cette forme de crise particulière que connaît l'Union européenne aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quelles sont les causes justement de ce choc qui a touché l'industrie? Essentiellement, le prix de l'énergie. Or, il se fait que la France, même si elle participe au marché européen de l'énergie, même si les conditions de fixation du prix de l'énergie et de l'électricité restent contraintes par des réglementations européennes, malgré tout, elle est relativement autonome dans sa production d'énergie. Et là, il faut
dire un grand merci aux politiques qui ont été menées de 1973 jusqu'aux années 80, en particulier au grand plan, je dirais, atomico-électrique ou nucléaro-électrique qu'avait porté Pierre Messmer, qui était alors le Premier ministre. C'est ce qui, d'une certaine manière, alors, ne nous immunise pas contre la crise, mais en tous les cas, nous protège relativement et décale dans le temps l'ampleur de cette crise. Donc oui, la France s'est plutôt mieux comportée que d'autres pays d'Europe occidentale, que ce soit alors l'Allemagne surtout, mais que ce soit aussi l'Italie, que ce soit l'Espagne, le Portugal. Il y a là une véritable différence. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la France est sortie de la crise européenne ? Non, malheureusement non. Et là encore, il faut toujours rappeler que l'on est face à des problèmes spécifiques de l'économie française, problèmes qui se matérialisent en particulier par la hausse des faillites des entreprises. Et on voit que cette hausse, elle monte de manière tout à fait dramatique. Donc on peut penser que, oui, nous n'avons pas été touchés dans l'immédiat, mais que nous serons touchés dans l'année 2024. D'ailleurs, le gouvernement lui-même, qui avait tablé au niveau de la loi de finances sur une croissance de 1,4% pour 2024, vient de rabattre cette croissance à 1%, ce qui n'est pas rien, et nous sommes quand même que début mars, on peut penser qu'il y aura une nouvelle réduction du taux de croissance et que la croissance réelle pourrait se retrouver à 0,6, 0,5. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, nous allons être rattrapés par cette crise globale que connaît l'Union européenne. Mais effectivement, on doit insister sur, je dirais, le caractère assez spécifique de l'économie française. Alors, l'une aussi des causes importantes, ça a été l'ensemble des aides publiques aux consommateurs, bien sûr, alors ce qui maintient la demande, mais aides publiques aussi aux entreprises. Et il y a un point extrêmement intéressant, alors je suis désolé de parler un petit peu de technique, mais qu'a repéré un de mes collègues de l'Office français des conjonctures économiques, l'OFCE, c'est Éric Heyer, et qui montre que les bons résultats en termes d'emploi, j'ai montré tout à l'heure à quel point ce bon était relatif, mais c'est vrai, on a des résultats qui étaient plutôt meilleurs que ceux qu'avaient connus les autres pays européens, que ces bons résultats étaient entièrement liés aux aides publiques. Et ça pose aussi une autre question. Ça veut dire que, en réalité, si la France a eu des résultats économiques qui sont un peu meilleurs que ceux de la moyenne européenne et qui sont nettement meilleurs par rapport à ceux de l'Allemagne, ceux de l'Italie, c'est uniquement grâce au soutien que l'État a apporté, que ce soit aux consommateurs ou aux producteurs. Or, le problème, c'est qu'on voit très bien que ce soutien, l'État ne pourra pas le maintenir de manière continue. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que nous serons rattrapés par cette crise européenne. Quels sont donc les problèmes de l'Union européenne ? Alors, premier problème, l'Union européenne n'est plus une zone de croissance importante. Il est quand même extrêmement important, parce que si on regarde les résultats de 2022, les estimations qui sont faites sur 2023, je rappelle que les chiffres de 2023 ne sont pas encore des chiffres définitifs, ce sont uniquement des estimations. Et les prévisions sur 2024 et 2025, qu'est-ce qu'on constate ? Que l'Union européenne aura eu globalement une croissance de 7,5% sur 4 ans, que le monde aura eu une croissance de 11%, 11,5%, toujours sur 4 ans,
mais que surtout, les pays asiatiques, ce qu'on appelle les pays de l'ASEAN plus 5, ou les pays émergents, ou même les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, vont connaître des croissances très supérieures. Par exemple, pour les pays asiatiques, alors dans les pays asiatiques, on a quand même, je dirais, des monstres économiques. Hein. Il y a la Chine, bien sûr, il y a l'Inde, qui a d'ailleurs pour l'instant le taux de croissance le plus élevé des pays asiatiques. On a l'Indonésie, taux de croissance aussi très élevé. Là, on n'est pas à 7,5%, on n'est pas à 11,5%. On est à 20% de croissance sur les 4 ans. Donc, ce que l'on voit, c'est que, tout d'abord, l'Union européenne, elle s'est fait décrocher de la croissance mondiale. L'Union européenne n'est plus une grande zone de croissance. Ça ne sera plus une zone de grande attractivité pour les investissements. Et donc ça, c'est un problème tout à fait majeur pour l'Union européenne, pour les pays de l'Union européenne. Bon, je ne parle pas pour les bureaucrates de Bruxelles ou de Strasbourg, ça c'est un autre problème, mais je dis que pour les pays de l'Union européenne, ça veut dire qu'ils ne sont plus le cœur de la croissance mondiale, ce qu'ils ont été quand même pendant plusieurs décennies, mais qu'ils sont aujourd'hui les parents pauvres, voire les parents périphériques. Nous sommes rejetés à la périphérie. Et donc ça, c'est un premier problème. Alors évidemment, on se pose toujours la question, cette situation, est-ce qu'elle ne pourrait pas être le résultat des sanctions qui ont été prises contre la Russie ? Parce que bien sûr, on a pris énormément de sanctions. L'Union européenne a pris un peu plus de 17 500 sanctions, alors que ce soit des sanctions contre des individus, bon, ça c'est pas très important, mais des véritables sanctions économiques. Et évidemment, ces sanctions ont un effet en retour. Elles ont eu un effet en retour sur l'énergie, mais elles ont aussi un effet en retour sur le fait que désormais, la Russie, qui était un client important des pays de l'Union européenne, la Russie faisait environ 50%, entre 45 et 50% de ses importations des pays de l'Union européenne. Et les pays de l'Union européenne faisaient à peu près 20 à 25% de leurs exportations vers la Russie. Bon, c'était pas le client fondamental, mais c'est quand même un client extrêmement important. Et pour certaines entreprises, en particulier pour les entreprises de l'automobile, c'était un client qui rapportait beaucoup d'argent. Il faut quand même rappeler qu'avant 2022, c'était sur la Russie, sur le marché russe, que Renault, mais aussi VAG, donc le groupe Volkswagen, faisaient leurs principaux profits. Donc oui, ça a eu un choc. Alors là, j'ai fait un calcul, et ce calcul, je vais le montrer à l'écran, en comparant les croissances potentielles telles qu'elles avaient été, je dirais, prévues en 2021, donc avant la nouvelle vague de sanctions, avant la guerre, et les croissances telles qu'on arrive maintenant à les calculer en janvier ou février 2024. Alors, en ce qui concerne la Russie, le Fonds monétaire international prévoyait, fin 2021, une croissance d'environ 7,4% sur 2022, 2023, 2024. Et en réalité, quand on calcule la croissance probable que l'on aura sur ces 3 ans, ça ne sera pas 7,4%, mais ça sera entre 4,9 et 4,5%. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a eu une perte de croissance, évidemment attribuable majoritairement, je ne dis pas à 100%, mais majoritairement aux sanctions, de 5 à 3%. Si on regarde maintenant l'Union européenne dans son ensemble, donc les 27 pays, eh bien, même chose, on avait une croissance qui était estimée à la fin de 2021 à 8,8%,
Et on a eu une croissance telle qu'elle est réestimée à 5,4%. Autrement dit, la perte de croissance, elle peut être calculée entre moins 3 et moins 3,4% pour ces 3 années. Donc oui, on voit bien qu'il y a d'une certaine manière une perte de croissance identique, ou même légèrement supérieure, de l'Union européenne par rapport à la perte de croissance de la Russie. Alors maintenant, on va désagréger un petit peu l'Union européenne, on va prendre les deux pays qui ont les économies les plus fortes, la France et l'Allemagne. Alors, en ce qui concerne la France, même chose, la prévision, c'était 7,4%, à peu près comme la Russie. Et le résultat actuel, il est de 4,35. C'est un petit peu inférieur à la Russie. Ça voudrait dire que la France aurait eu une perte de croissance d'environ 3%. C'est plus que la Russie, puisque la perte de croissance en Russie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut l'estimer à 2,5-3%. Mais là où ça devient extrêmement intéressant, c'est quand on regarde l'Allemagne. Alors, l'Allemagne avait une croissance prévisible, même chose, fin 2021, quand le Fonds monétaire international publie ses chiffres, il les publie 2 fois par an. Il publie une fois en avril et une deuxième fois en octobre de chaque année. Puis après, il publie de temps en temps, pour un certain nombre de pays, des estimations intermédiaires. Bien. Donc, fin octobre 2021, le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 7,7% en Allemagne. C'est pas très différent de ce qui était prévu pour la croissance française. Et aujourd'hui, ce qu'il prévoit, c'est une croissance de 2%. Autrement dit, une perte de croissance de 5,7%. Et on voit bien ce qui s'est passé. Le choc de la rupture des liens énergétiques entre la Russie et les pays de l'Union européenne, il a touché d'abord et avant tout l'économie allemande. Non seulement il l'a touché en masse, c'est-à-dire si on calcule la perte de produit intérieur brut, on peut dire qu'elle est en Allemagne de l'ordre de 750 milliards d'euros, alors que la perte estimée sur la Russie est de l'ordre de 450 milliards, donc c'est déjà nettement plus que la Russie. Mais le problème qui se pose, c'est que cette perte, elle est très largement concentrée sur l'industrie. Et ce qui se passe en réalité, c'est que c'est le modèle industriel allemand qui est en crise. Ce modèle industriel, il était fondé sur 2 choses. Il était fondé sur la répartition d'une partie de la production des sous-traitants vers d'autres pays de l'Union européenne, que ce soit la Tchéquie, la Roumanie, la Slovaquie, etc. Mais il était surtout fondé sur un approvisionnement à très bas coût en énergie, que ce soit le gaz, les gazoducs, dont les 2 gazoducs qui ont sauté, une main tellement invisible que ni la justice suédoise ni la justice danoise ne veulent enquêter dessus, mais aussi le pétrole, parce que l'Allemagne importait beaucoup de pétrole, et quand elle importe du gaz, c'est pas simplement pour faire de l'énergie, c'est aussi pour utiliser ce gaz comme matière première, par exemple dans la chimie. Or, dans la situation actuelle, l'Allemagne continue d'importer en fait de Russie, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Union européenne. Ce n'est pas vrai que l'ensemble de l'Union européenne ait arrêté ses importations. On continue d'importer. Certes, on importe nettement moins, mais on continue d'importer de la Russie. Mais c'est l'Allemagne qui est la plus touchée. Et qui, dans les conditions d'une forte hausse des produits pétroliers, aujourd'hui, est confronté au fait que beaucoup d'industriels allemands pensent à se délocaliser à partir d'Allemagne pour aller, pour la plupart, aux États-Unis. Eh oui, parce que les États-Unis, eux, ils ont justement cette espèce d'indépendance énergétique,
ou pour aller dans des pays où les ressources énergétiques sont importantes. Et par exemple, il y a des sidérurgistes allemands qui réfléchissent à se délocaliser en Algérie. Donc, aujourd'hui, on voit bien que c'est le modèle industriel allemand qui est très durement touché. Or, quel était le moteur de la croissance dans l'Union européenne ? C'était l'Allemagne. Donc on voit bien là que cette crise, elle vient fondamentalement de la crise spécifique de l'économie allemande, et que cette crise spécifique va durer, va même probablement s'amplifier avec le mécanisme de délocalisation qui est en train de se mettre en place en Allemagne, et que des économies comme la France et l'Italie ne sont absolument pas capables de prendre le relais. Alors, l'Italie parce qu'elle est trop faible, la France qui est plus forte que l'Italie, mais elle est aussi très désindustrialisée. Et donc, c'est l'une des raisons qui explique ce constat que j'avais fait tout à l'heure, qui est le fait que l'Union européenne ne sera plus, pour 10 ans, pour les 15 ans qui viennent, ce pôle de croissance que l'on pouvait avoir dans le monde, elle va devenir une zone de très basse croissance, mais surtout une zone périphérique par rapport au développement économique et industriel dans le monde. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce 3e épisode d'Économie souveraine. Et effectivement, je vous l'annonçais que ça allait piquer. Jacques Sapir nous l'a confirmé, la situation de l'économie française n'est pas très bonne, c'est-à-dire que le pire semble à venir, et c'est la même chose dans l'Union européenne. On n'en est pas sorti. Visiblement, nous avons des génies qui ont un fusil qui tire des deux côtés, et les sanctions, comme ça a été expliqué très clairement, les sanctions contre la Russie, eh bien, ont des effets retour apparemment beaucoup plus importants sur nos économies que ce que nous arrivons à faire subir à la Russie, qui visiblement n'est pas à genoux. Bon, espérons que nous nous en tirerons, mais c'est pas sûr que ce soit possible avec le genre d'outils économiques qui sont utilisés et ceux qui nous gouvernent. Alors, on pourrait toujours se poser la question, comment faire ? Eh bien, c'est ce que nous allons aborder dans le prochain épisode d'Économie souveraine avec Jacques Sapir. Nous allons discuter, eh bien, et ça sera sûrement 2 épisodes, car le sujet est extrêmement important, il vous intéresse tous, c'est qu'est-ce qu'une économie souveraine ? Comment détermine-t-on qu'une économie est réellement souveraine ? Et l'épisode qui suivra, c'est comment, à partir de là où nous en sommes, et vous avez vu, c'est très très compliqué, vu la base industrielle très faible que nous avons, comment réellement, à partir de l'état où nous en sommes, comment pouvons-nous refaire une économie souveraine ? Donc 2 épisodes très denses, très riches, je pense très intéressants. Nous vous attendons plus nombreux que vous êtes. Merci de nous suivre. Vous êtes très très nombreux à suivre les émissions d'économie souveraine de Jacques Sapir. Donc c'est que vous aimez bien. Si vous aimez bien, eh bien n'oubliez pas de liker, même si vous l'avez déjà fait, de commenter, de partager cette vidéo. C'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui en ont la possibilité, vous avez le lien qui vous permet de nous faire un don de 5 € qui va nous permettre, je vous l'ai déjà dit au début, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, de nous acheter une 2e caméra qui va nous permettre de faire les reportages que nous vous avons promis. Allez, à bientôt, bonne journée à tous.